Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui en fait ça va être un FaceTime où je vais appeler mon courtier et je vais lui poser plein de questions. Donc ces questions en fait j'ai mis un Q&A sur mon Instagram en story et donc je vous ai demandé quelles questions est-ce que vous auriez à poser à un courtier professionnel. Que ça soit même des questions un peu conventionnelles sur des potentielles arnaques, sur est-ce que les courtiers manipulent les marchés ou quoi que ce soit. Donc voilà, aujourd'hui je vais appeler mon courtier en FaceTime, je vais tout filmer et je vais lui poser toutes ces questions pour qu'il puisse te répondre de manière transparente. La raison pourquoi je le fais avec lui, c'est comme je t'ai dit, c'est mon courtier depuis des années, c'est avec lui que je trade. Donc après mon courtier personnel, je parle avec lui en anglais. Donc toute cette vidéo a été doublée en français pour que tu puisses la suivre et que tu puisses la comprendre. Donc ouais, on se voit dans la vidéo. Salut Ben, j'espère que tu vas bien. Alors premièrement, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté l'appel et puis qu'on filme tout ça. Du coup, aujourd'hui, tu vas pouvoir répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur mon Instagram, des questions que beaucoup de traders retail se posent. Donc ouais, encore une fois mec, vraiment merci de faire cette vidéo avec moi. Parce que c'est vrai que le côté courtier, le côté broker de cette industrie du trading, c'est vraiment une zone d'ombre. Et généralement, les brokers ne veulent pas que l'autre côté, donc que les traders, sachent vraiment ce qui se passe. Donc encore une fois mec, merci de ta transparence et de partager tout ça avec ma communauté aujourd'hui. Bah écoute mec, je t'en prie, merci de m'accueillir et bah voilà, en fait je pense que de nos jours c'est très important que les traders aient un accès à des informations transparentes quand il s'agit de travailler avec des courtiers. Donc voilà, je suis toujours content de faire partager ce genre de choses et merci à toi de faire ça avec moi. Cool, bah merci gars. Pour commencer, tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours, ta carrière en tant que courtier et ce que tu fais au quotidien. Yes, bien sûr. Donc voilà, moi je suis dans cette industrie depuis presque 11 ans maintenant. J'ai commencé ici à Sydney quand j'en avais 23 et je travaille pour une entreprise australienne pendant environ 7 ans. Donc en gros voilà, j'ai tout appris en travaillant dans cette entreprise. J'ai appris à trader, j'ai appris à voir comment marchent les marchés, comment marchent les courtiers. J'étais vraiment fasciné par tout ça. Et ensuite je suis venu chez Blueberry Market il y a à peu près 3 ans. Et donc cette société, elle a été fondée par un de mes amis et collègues, Dean. Il voulait voilà, créer une maison de courtage avec laquelle on voudrait trader nous-mêmes en fait. Donc vraiment quelque chose qui se concentrerait sur le service client et il voulait vraiment changer en fait la perception que les gens ont des courtiers Forex et des marchés Forex en général. Donc voilà, il a créé Blueberries Market et dans ce but, je pense qu'on y arrive plutôt bien pour l'instant, surtout en ce qui concerne le service client. Donc voilà, en résumé, mon quotidien c'est m'occuper des clients, de trader comme toi et juste m'assurer que tout le monde soit le plus satisfait possible quoi. Ok, je vois. Premièrement, pour les personnes qui se demandent pourquoi on fait une vidéo ensemble, c'est parce que Blueberry Market, personnellement, c'est un courtier que j'utilise depuis des années. Donc c'est un courtier en qui j'ai confiance, que je recommande personnellement vu que je l'utilise, c'est là où j'ai mes fonds. Parce que je sais comment vous travaillez, je sais comment vous faites les choses et j'ai toujours été très satisfait du service en fait. Donc on va commencer avec les questions que j'ai choisies. Donc ce sont les questions qui sont les plus revenues sur Instagram. Il y a eu littéralement des milliers de questions, mais c'est celles-là qui ont été le plus posées. Donc la première question c'est est-ce que c'est mieux d'avoir un compte ECN ou un compte normal avec ton courtier? Ok, donc bien sûr on fait les deux, donc compte ECN et compte standard. La différence entre les deux comptes, c'est que le compte standard en fait il a un spread. Donc par exemple le spread que nous avons de nos fournisseurs de liquidités est légèrement majoré. Donc c'est en fait comme ça que nous générons des revenus avec un compte standard, principalement avec le spread. Alors qu'avec un compte pro ECN par exemple, on utilise le spread brut que nous recevons de notre fournisseur de liquidités. Voilà, qui n'est pas majoré, mais avec une commission dessus. Pour ce qui est d'ouvrir un compte pro, il faut un dépôt un peu plus important, donc $2000, c'est le dépôt minimum contrairement au compte standard qui est à $100. Donc si tu es nouveau dans le milieu, je te conseillerais probablement de commencer avec un compte standard pour te familiariser avec le trading. Moi personnellement, je préfère le compte ECN juste parce que voilà, je peux voir le coût du trade beaucoup plus clairement que quand j'entre sur un trade, c'est un montant fixe et je sais que quand je fais des profits, je rembourse cette commission. Après, il s'agit vraiment de préférence. Mais voilà, pour être tout à fait honnête, le compte pro revient un peu moins cher en termes de coût par trade. Ok, je vois. Merci d'avoir partagé ton opinion et ton expérience. Une autre question qui est pas mal revenue, c'est est-ce que vous vendez les ordres au marché à des institutions professionnelles dans le but qu'elles chassent les stop-loss de vos clients? Alors, la réponse simple à cette question, c'est non. Voilà, on n'aurait pas vraiment d'intérêt à faire ça.
On travaille avec 5 ou 6 fournisseurs de liquidités différents. Voilà, nos trades sont envoyés à eux, mais il y a énormément de traders différents. Nous avons des milliers de traders actifs qui vont dans toutes les directions différentes. Voilà, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à vendre ces informations à des institutions bancaires. Donc voilà, je pense que les institutions elles-mêmes ont assez d'informations sur ce qui se passe. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt de vendre des informations sur nos traders aux banques. Ouais, ok, je vois. Et est-ce que tu pourrais expliquer rapidement c'est quoi ces fournisseurs de liquidités justement? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça marche? Alors ouais, bien sûr. Donc voilà, comme je t'ai dit, on a 5 ou 6 fournisseurs différents qui peuvent varier en fonction de la profondeur du marché, de la volatilité ou de notre relation avec eux tout simplement. Mais voilà, en gros, on travaille avec ces 5 ou 6 banques qui nous fournissent des prix agréés à travers notre plateforme de trading. Par exemple, bah voilà, si on a un prix de Morgan Stanley et un autre prix de Deutsche Bank, on peut prendre l'offre de l'un et la demande de l'autre et ça donne ton spread. C'est comme ça qu'on peut avoir un spread le plus petit possible. Donc nos fournisseurs, ils nous donnent le prix qui viennent directement sur la plateforme sans aucune intervention extérieure bien évidemment. Et ils sont directement mis sur la plateforme de trading MT4 avec la meilleure combinaison qu'on a pu avoir. Donc maintenant, en lien en fait avec la question précédente, il y a quelqu'un qui m'a demandé, placez-vous les trades directement sur le marché ou est-ce que vous prenez l'inverse de vos clients? Ouais, donc ça c'est une très très bonne question qu'il faut toujours poser à son courtier d'ailleurs, je recommande énormément. Donc la réponse c'est ça dépend. Donc ça dépend de la taille du trade, du volume, de la monnaie. Voilà, on a un service de gestion des risques qui détermine si nous serons la contrepartie du trade ou si nos fournisseurs de liquidités seront la contrepartie. C'est une des idées reçues les plus connues sur les courtiers Forex, même si on peut être la contrepartie dans certains cas. Voilà, il y aura toujours quelqu'un de l'autre côté de ton trade. Peu importe où tu trades, c'est juste le principe des marchés pour tous les types de trading. Donc voilà, la chose la plus importante à savoir, c'est qu'on n'intervient pas sur les prix qu'on reçoit. On n'est pas des dealing desks, donc que l'on soit la contrepartie ou pas, ça n'affecte pas les traders. Ce qui est important, c'est que ce sont des prix directement reçus de nos fournisseurs de liquidités sans aucune intervention. Donc c'est soit nous prenons le risque de la contrepartie, ou ce sont nos fournisseurs de liquidités qui la prennent. Mais pour le trader, c'est exactement pareil car il n'y a pas de conflit d'intérêt. Voilà. Je pense que c'est ce que les traders veulent savoir. Donc de nos jours, ce genre de situation, forcément, elles arrivent encore. Voilà, il y a des courtiers non réglementés, on ne sait pas ce qu'ils font en arrière-plan, qui offrent des effets de levier jusqu'à 1 pour 2000, qui sont vraiment des avertissements d'ailleurs. Il faut s'éloigner de ces courtiers car ils offrent ce genre de choses parce qu'ils veulent avoir des clients qui tradent et qui perdent leur compte. Nous, notre but, c'est d'avoir le plus de traders actifs possible. Si tous nos clients perdaient leur fonds, on n'aurait plus de clients, donc on ne ferait plus rien. Ok, donc tu conseillerais à tout trader qui veut s'inscrire avec un courtier de les appeler directement et de leur demander s'ils utilisent un dealing desk et comment ça marche en fait en back-end. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, s'ils sont réticents à répondre à ce genre de questions, ça vous donne un peu une réponse en soi parce que ils devraient être capables de répondre à ce genre de questions sans vraiment de problème, quoi. Yes. Quelqu'un a aussi dit que c'était son rêve de devenir courtier, donc travailler en tant que courtier. Comment on peut devenir courtier en termes d'études? Comment rentrer dans cette industrie en fait? Bon, pour être parfaitement honnête, j'ai été très chanceux de rentrer dans cette industrie. Voilà, je travaillais en tant que vendeur en boutique de vin quand j'avais 18 ans et j'ai rencontré quelqu'un qui était dans le Forex et il m'a enseigné complètement le métier. Je n'ai pas étudié finance, j'ai fait des cours en interne chez Blueberry et dans mon ancienne entreprise. Mais si tu veux vraiment rentrer dans cette industrie, un diplôme en finance, ça aide vraiment. Avoir des connaissances sur le Forex, savoir comment ça marche, ça aide beaucoup aussi si tu veux travailler pour un courtier. C'est un travail très fun et passionnant, je trouve. Chaque jour est très différent, mais ça se rapporte vraiment à la connaissance du Forex. Et si jamais tu veux travailler pour un bon courtier, il faut vraiment être passionné et montrer ta motivation. T'envoies ton CV de partout, pose des questions et quelqu'un pourra sûrement t'aider, quoi. Je vois. Une autre question un peu similaire finalement. Est-ce que c'est possible d'ouvrir sa propre entreprise, sa propre société de courtage et comment faire? Oui, bien sûr. Après, je pense que ça dépend vraiment d'où tu es. Par exemple, nous ici en Australie, on est encore sous licence avec un autre courtier à Melbourne, donc 8Cap. On est sous licence parce qu'en Australie, en fait, tu peux pas juste ouvrir une entreprise et avoir ta propre licence financière. C'est très difficile et ça prend beaucoup de temps. Voilà, il y a des endroits dans le monde où c'est beaucoup plus simple d'ouvrir des entreprises de courtage, mais c'est juste par rapport aux licences. Je pense qu'il faut vraiment avoir une très bonne compréhension du fonctionnement du marché du Forex, évidemment, et il faudrait avoir une bonne base de clients avec des gens déjà prêts à s'inscrire pour avoir des revenus,
dès le début, mais il y a beaucoup de facteurs à considérer, comme par exemple si tu veux utiliser MT4, tu auras besoin d'une licence adéquate pour la plateforme, de responsables, des managers, un service de conformité, donc il y a vraiment beaucoup de choses à envisager, mais bien sûr c'est pas impossible, c'est un marché saturé pour le moment, il y a beaucoup de courtiers, mais il reste de la place pour de nouveaux courtiers je pense. Pour revenir à la question précédente, comment ouvrir une entreprise de courtage? Tu as dit que la localisation était super importante, donc pour les licences, pour les réglementations, etc. Donc personnellement, je fais confiance aux courtiers qui sont réglementés par la FCA, parce que je travaillais dans un fonds d'investissement à Londres qui était réglementé par la FCA justement, et c'était un enfer. Donc je sais comment ça marche. La réglementation ASIC aussi, je sais qu'elle est très stricte. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire sur la réglementation des courtiers? Est-ce que c'est très important de choisir un courtier réglementé? En quelle réglementation tu fais confiance? Ok, bah écoute, ça c'est une super question. Voilà, moi quand j'ai commencé dans l'industrie, donc il y a maintenant 11 ans, la réglementation, elle n'était pas vraiment, c'était pas vraiment un sujet important au final. Les courtiers étaient vraiment en concurrence sur les spreads. Le meilleur courtier, c'était celui qui avait le plus petit spread, évidemment. Donc ensuite, la réglementation, elle est vraiment devenue importante lorsque les organismes de régulation ont commencé à prendre des mesures, donc ASIC, FCA, MAS à Singapour. C'est vraiment de super réglementation pour ouvrir un compte avec un courtier et que ça soit safe. Il y a beaucoup de pays de niveau 2 et 3, Chypre qui offre de bien meilleures réglementations aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc bien sûr les réglementations sont toujours très importantes et il y a beaucoup de pays qui offrent des meilleures réglementations aujourd'hui qu'il y a des années. Moi je resterai éloigné des courtiers qui n'ont aucune réglementation ou qui sont seulement réglementés dans un paradis fiscal comme les Seychelles. Donc pas nécessairement les éviter, mais faut bien se renseigner car les réglementations sont très différentes là-bas. Faut savoir que de nos jours, je pense que c'est le plus important, c'est la réputation. Et la réputation en ligne. Voilà, le bouche à oreille d'autres traders qui écrivent à propos de leur expérience, qui sera probablement l'information la plus précieuse quand il s'agit d'un courtier. Donc un courtier peut être réglementé, mais avoir également des milliers d'avis négatifs. Donc pour résumer, je dirais que la réglementation, c'est quelque chose de très important, la réputation encore plus, et pose ces questions vraiment à ton courtier pour t'informer au mieux. Ok, c'est parfait. Ouais, je te rejoins vraiment. Je pense que la présence en ligne, ça s'applique à toute l'industrie du Forex, que ce soit à l'éducation, des services, les brokers. Je pense de nos jours, n'importe qui peut dire n'importe quoi en ligne, certes. Certaines personnes peuvent avoir des avis négatifs, mais quand tu as beaucoup de clients, les avis vraiment traduisent vraiment le ressenti global. Donc ouais. C'est ça en fait, j'aurais pas dit mieux, forcément on a des avis négatifs, j'ai aucun problème avec les avis négatifs, tant qu'ils reflètent en fait la réalité. Si les gens posent des avis négatifs qui sont faux, ça m'énerve un petit peu, je pense comme tout le monde, mais si on reçoit des avis négatifs qui sont véridiques, qui sont construits, moi c'est mon travail d'essayer de changer la perception du client. Donc nous ce qu'on essaie de faire c'est d'essayer de transformer cet avis négatif en positif, donc voilà, évidemment on accueille les avis négatifs, on accueille aussi les avis positifs bien sûr, mais on a beaucoup de chances de vivre à cette époque, ces informations sont accessibles partout dans l'industrie du Forex. Une question qui est aussi énormément revenue, c'est peux-tu en tant que courtier manipuler les graphiques, donc augmenter le spread comme tu veux en fonction de ce que tu veux faire, ou alors est-ce que tu peux manipuler les graphiques? Alors, je crois qu'on en a parlé un petit peu avant, c'est la question numéro 1 qu'il faut poser à son courtier, c'est à propos de ça en fait. Qu'il faut récolter le maximum d'informations, s'il y a la moindre hésitation, il faut éviter ce courtier. Donc je l'ai déjà dit, mais pour notre compte standard, on a une majoration sur les spreads, mais c'est une majoration qui est fixe, qui ne peut pas être modifiée et qui n'est pas modifiée en live, c'est des paramètres établis sur nos spreads. Donc voilà, les spreads que nous avons sur la plateforme MT4 viennent directement de nos fournisseurs de liquidités sans aucune intervention de notre part, excepté une petite majoration qui reste la même sauf si l'on décide de la changer. Donc en fait, quand tu vois la taille d'un spread sur notre plateforme, ça vient directement de notre fournisseur de liquidité, c'est le prix qu'il propose à ce moment précis. Le prix que l'on montre sur notre formation de trading, c'est le meilleur prix possible. Donc s'il y a bien quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est quand il y a des news ou des annonces, c'est très important de savoir ce qu'il peut se passer, de savoir que le spread peut changer pendant ces moments. La réponse courte, c'est non. On n'a pas la possibilité de manipuler les spreads qu'on a de nos fournisseurs de liquidités. On n'est pas un dealing desk, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas un prix inventé. Les prix viennent directement de notre fournisseur de liquidités sans intervention. Ok, et du point de vue des courtiers, les courtiers gagnent de l'argent grâce aux spreads et aux commissions, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Comme je l'ai dit précédemment, c'est possible qu'on soit la contrepartie, donc c'est possible pour nous de gagner de l'argent quand un trader en perd, évidemment, et qu'on perde de l'argent quand un trader en gagne. Voilà, ça va de soi. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas modifier les prix, il y aura toujours quelqu'un à l'autre bout de ton trade, quoi qu'il arrive. Et nous, c'est notre but qu'il y ait des personnes qui tradent activement, pas juste des gens qui perdent. De toute façon, s'ils gagnent, les traders sont heureux et je préfère m'occuper des clients heureux, on va dire. C'est mieux d'avoir des traders en profit. Donc en tant que courtier réglementé qui n'a pas de dealing desk, avoir des clients profitables ou avoir des clients perdants, c'est exactement pareil. Ou même avoir des clients profitables, c'est mieux car ils sont plus satisfaits en fait. Voilà, exactement. Et c'est pareil pour tous les courtiers réglementés ici en Australie d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des clients actifs, des gens qui tradent tout le temps, que ce soit le jour ou la nuit, enfin voilà. Maintenant, une question que je trouve super intéressante, si tu as cette information évidemment, c'est quelle est la taille moyenne d'un compte d'un trader profitable que vous avez en tant que client? Alors encore une fois, très bonne question, et c'est assez compliqué en fait de donner la taille moyenne parce que j'ai vu des personnes avec un compte avec 100 dollars qui transformaient cette somme en 10 000 dollars et certains commencent avec 100 000 et multiplient leur compte plusieurs fois. Je pense que ça peut vraiment être un rapport avec le trader lui-même. En moyenne, je dirais que les gens commencent entre 5 et 10 000 dollars. C'est les sommes les plus communes dans les comptes que j'ai vu augmenter et devenir profitables. Évidemment, quand tu commences avec une somme plus petite, tu dois commencer plus petit aussi. Et avec des tailles de position plus petites pour consolider ton compte. Tandis que quand tu commences avec 5 ou 10 000 dollars, tu peux trader des plus gros lots. Donc c'est forcément plus rapide de faire grandir ton compte. Parce qu'un truc que je vois beaucoup dans l'industrie du forex, en particulier avec les soi-disant traders qui travaillent avec des courtiers, et qui poussent les gens à ouvrir des comptes minuscules avec 50 ou 100 dollars dessus, en disant qu'ils vont réussir à transformer cette somme en une somme beaucoup plus importante. Alors bien sûr, tout est possible, mais en général, on est d'accord avec je recommande généralement un minimum de 1000 ou 2000 dollars. C'est là où tu peux vraiment commencer à jouer avec les risques, pas être limité par les tailles de position. Donc ouais, je pense que tu serais d'accord. Ouais, franchement, 100% d'accord avec toi. Voilà, si tu as 100 ou 200 dollars sur ton compte, ça va te prendre beaucoup plus de temps pour arriver à 50 000 dollars que si tu commences avec 10 000 dollars. Donc bien sûr, c'est aussi une question de stratégie de trading et de tes paramètres de risque. Ok, donc en rapport avec ça, selon toi, qu'est-ce qui différencie les traders profitables des traders perdants? De ce que tu peux voir de toi, de ton point de vue de courtier. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un trader gagnant et un trader perdant? C'est vraiment une super question. Donc je dirais que d'après les conversations que j'ai pu avoir avec ces différentes personnes, c'est vraiment très lié avec tout ce qui est psychologique. Être frustré, essayer de chasser leurs pertes en s'éloignant de leur stratégie. Ça arrive très souvent. S'ils ont quelques trades perdants, ils vont chasser leurs pertes. Alors qu'à l'inverse, les traders profitables que j'ai vus pendant mes 11 années ici, tous restent fidèles à leur stratégie et sont hyper disciplinés, rien ne change. Ils ne laissent pas les trades perdants les affecter et ils voient ça comme un business en fait, ils travaillent dur. Donc c'est vraiment une question de discipline et de psychologie pour pas laisser les trades perdants te déstabiliser. Une question qui est aussi pas mal revenue, c'est est-ce que les courtiers tradent avec des clients profitables comme toi ou est-ce qu'ils copient les trades des clients profitables? Et est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Alors oui, j'ai déjà vu ça dans le passé avec un courtier pour qui je travaillais avant. C'est possible absolument, mais c'est pas quelque chose que j'ai vu ici. Il n'y a pas beaucoup d'avantages à faire ça d'ailleurs. Ça fait prendre des risques quand même, mais c'est possible. Je pense pas que ce soit particulièrement mal de faire ça, mais c'est pas quelque chose qui est fait ici. Ok. Quelqu'un a demandé comment vous prenez les positions sur les comptes à effet de levier. Donc finalement, d'où viennent les dollars que le client emprunte? Donc ça vient principalement de ton courtier en fait. Donc tu as des marges obligatoires avec notre fournisseur de liquidité, mais eux peuvent nous offrir disons 1%, mais on peut de notre côté également offrir 1 pour 500 en rajoutant de notre poche. Tout ça vient du côté du courtier et des fournisseurs de liquidité. Donc le fait qu'on puisse proposer des petits contrats que les banques institutionnelles ne prennent pas en charge, genre des micro-lots. Donc tout ça vient du côté du courtier. Ok, donc l'argent emprunté finalement vient du côté du courtier, c'est lui qui offre ce service. Oui, exactement. Ok, je comprends. Maintenant, quelqu'un a aussi demandé, est-ce qu'un courtier peut te donner 50 millions de dollars si tu as gagné ces 50 millions de dollars sur ton compte? Est-ce que tu peux vraiment retirer cet argent? Eh ben écoute, c'est assez fou que les gens posent aussi souvent ce genre de questions. En fait, j'ai l'impression que les gens ont vraiment envie de savoir si je peux tout simplement y répondre. Donc en fait, les fonds qui sont
sur ton compte de trading sont à toi. Si tu fais un profit de 50 millions, ils sont à toi. Et tu peux les retirer, évidemment, il n'y a aucun problème avec ça. Si un courtier ne peut pas te donner tes profits, tu ne devrais pas trader avec eux en premier lieu. C'est une question bête, mais malheureusement, une question qui doit être posée parce qu'il y a beaucoup de courtiers malhonnêtes qui ne te donnent pas tes profits. Mais encore une fois, trade avec un courtier réglementé, avec un courtier réputé, et normalement, c'est pas quelque chose que tu devrais te soucier. Yes. Maintenant, quand un courtier fait faillite ou fait banqueroute, est-ce que l'argent sur le compte de chaque trader leur est rendu ou l'argent il est juste vraiment perdu en fait? Ok, donc là encore une fois, j'ai peur de me répéter, mais ça dépend vraiment d'où ton courtier est réglementé. Donc ici en Australie par exemple, on est réglementé par la SIC qui suit les lois financières australiennes, ce qui signifie que tous les fonds des clients sont séparés des fonds de l'entreprise, des opérations financières, des salaires et des pertes de l'entreprise. Donc si quelque chose comme ça arrive en Australie, comme les fonds sont séparés, les traders retrouveront évidemment leur argent. Dans le pire des cas, ils pourraient retrouver 95% et c'est quelque chose qui prendra du temps, donc c'est pas un processus rapide de récupérer des fonds. Je pense qu'il y a des risques qu'on retienne tes fonds dans des institutions financières, peu importe où elles sont. Donc si tu trades avec un courtier réglementé, il suivra les directives et les réglementations. Encore une fois, il faut vraiment se renseigner et poser des questions pour être sûr que tes fonds soient en sécurité. Ok, alors j'ai eu beaucoup de questions sur le B-Book et A-Book qui sont beaucoup revenus. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce mythe de B-Book, A-Book et leur signification pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est? Oui, alors voilà, je crois qu'on en a parlé un petit peu avant, c'est pas vraiment la terminologie qu'on utilise. Voilà, les fournisseurs de liquidités sont vraiment les contreparties. Donc d'après mes expériences, de ce que j'ai appris, les A-Book, c'est en fait suivre les traders profitables comme toi. Et B-Book serait de prendre le risque sur ces trades. Donc c'est ce que font pas mal de courtiers, mais on les envoie directement à nos fournisseurs de liquidités et on ne suit pas les traders profitables. Mais il arrive que nous gagnions de l'argent si nos clients perdent et que l'on en perde si nos clients en gagnent évidemment. Mais encore une fois, on a tellement de traders actifs que forcément ça s'équilibre. Une autre idée reçue que j'entends, c'est que 95% des traders perdent et chez les courtiers avec qui j'ai travaillé, c'est très loin des statistiques réelles qui sont plus proches des 50-50 ou 60-40. Mais c'est vraiment pas aussi haut que ce que les gens pensent en fait. Donc encore une fois, comme on a beaucoup de traders actifs, ils s'équilibrent. Les modèles B-Book et A-Book sont utilisés par beaucoup de courtiers. Et s'ils n'y l'utilisaient, encore une fois, je ne sais pas pourquoi ils voudraient cacher ça, mais c'est un modèle assez courant chez les courtiers. Ok, pour revenir sur ce que tu disais sur les 95% de traders perdants, je dis toujours qu'en fait non, c'est pas la réalité. Je pense que quelque chose de très important que les gens oublient, c'est que parmi tous ces traders perdants, il y a tous ceux qui arrivent sur le marché avec aucune connaissance, qui veulent juste essayer avec $100, essayent, perdent ces $100 et qui se disent j'aime pas, c'est difficile et s'arrêtent là. Donc on doit prendre en considération, je pense, ces personnes-là dans le pourcentage qui donc ne représentent pas vraiment la réalité des choses. Voilà, exactement. Je vois beaucoup de personnes comme ça, mais je vois aussi beaucoup de ces personnes revenir, essayer à nouveau et réussir. Alors bien sûr, le trading, c'est pas pour tout le monde. Des fois, il y a des gens qui essayent avec $100, ça ne leur plaît pas. Ils arrêtent et c'est pas grave. Mais oui, comme tu as dit, ces statistiques ne sont pas vraiment représentatives, je pense en tout cas. Ouais, 100%. Ensuite, quelqu'un a posé une question à propos des swaps. Donc, est-ce que les swaps font partie de la commission des courtiers? Et sinon, qu'est-ce qu'un swap finalement? Pourquoi les gens ont-ils un crédit ou un débit sur leur compte toutes les nuits? Ok, bonne question. Les swaps, tout simplement, c'est la différence du taux d'intérêt entre les deux monnaies que tu trades. Voilà, en ce moment, le taux d'intérêt universel est tellement bas que tu devrais peut-être payer si tu es long ou short. Il y a quelques années, par exemple, ici en Australie, notre taux d'intérêt était tellement haut, genre 4 à 4,2% en comparaison avec les États-Unis, que si tu tradais, on a eu des USD. Si tu achetais des dollars australiens, tu recevais une somme d'argent assez importante et si tu voulais les vendre, tu devais payer. C'est parce que les taux d'intérêt du dollar australien étaient beaucoup plus élevés et donc la monnaie avait un taux d'intérêt positif. Donc les courtiers ont tendance à faire des petites majorations là-dessus, c'est quelque chose que nous faisons aussi, donc de toutes petites majorations, mais ce n'est pas une de nos principales sources de revenus parce que des fois on paye et des fois on est payé, donc ça s'équilibre encore une fois. Mais la somme que l'on paye vient généralement directement de notre fournisseur de liquidité auquel on ajoute une petite majoration.
Donc c'est vraiment pas une grosse source de revenus pour les courtiers, à moins que ces swaps soient énormes. Mais petit conseil pour les swaps, si tu veux les avoir sur ta plateforme de trading, tu fais un clic droit sur la paire que tu surveilles et tu cliques sur spécification. Ça, c'est sur MT4, MT5 et ça te donnera la valeur du swap si tu achètes ou si tu vends. Tu peux donc comparer en fonction des courtiers si c'est un prix juste ou si un autre courtier a de meilleurs prix. La plupart des courtiers sont vraiment compétitifs quand il s'agit des swaps. Donc voilà, encore une fois, il faut vraiment se renseigner. Maintenant, quelqu'un m'a demandé si une position prise par quelqu'un peut avoir un impact sur le marché, donc sur les prix du marché. Donc dans la question, il n'y a pas de précision concernant les tailles des lots ou des volumes ou quoi que ce soit, mais on va dire, est-ce que la position de quelqu'un peut avoir un impact sur le marché? Alors ça, je pense pas. Comme tu peux le voir, chaque jour, il y a un volume tellement important de traders avec les limites qu'ont les courtiers, donc la taille maximale des lots. Je pense pas que ce soit possible de prendre un trade qui ait un impact sur le marché, à moins que tu prennes une position vraiment énorme, des centaines de fois avec des centaines de lots. Peut-être que ça pourrait bouger le marché, mais j'ai jamais vu ça depuis que je travaille, donc je pense pas que ce soit possible. Ok, mais oui, techniquement, ça serait possible sur des actions qui ont des très petites capitalisations, quoi. Voilà, exactement. Des traders institutionnels peut-être, avec les tailles de position qu'ils peuvent prendre, mais je pense pas que ce soit possible avec des traders particuliers. Maintenant, il y a quelqu'un qui a aussi demandé qu'est-ce qui se passe si tu prends un trade et tu te fais stop. Mais tu comprends pas pourquoi tu t'es fait stop à ce prix. Il n'y a vraiment pas de raison apparente en fait. Qu'est-ce que le trader peut faire? Est-ce qu'il peut demander à son courtier ou alors c'est juste une perte et ça fait partie du jeu? 100% demande à ton courtier. C'est une question qui est très importante et ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois. Pour te donner un exemple, des gens viennent me voir, ils me disent « je me suis fait stop, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas l'impression que ça a tapé mon stop loss. » Donc là, je peux que leur répondre que ça m'a l'air d'être à cause du spread qui était à 40 pips, que je peux vérifier avec mon fournisseur de liquidité, m'assurer que le prix était valide. Donc là, je peux échanger avec eux. Ils peuvent revenir vers moi et me dire oui, ce prix était valide. Il y a eu une news, donc le spread était à 40 pips, ce trade est valide. Moi, je peux revenir vers le trader, lui expliquer, mais il y a plusieurs fois où j'ai remboursé des trades parce que personnellement, je pensais que c'était injuste quand il y avait des spreads énormes par exemple. Donc n'hésitez vraiment pas à demander à votre courtier, juste vérifier, demander à avoir des prix. Ça s'appelle le tick data, donc ça vous dira quelle était l'offre, quelle était la demande. À ce moment exact, ça vous montrera quel était le spread et vous ferez votre propre analyse. Vraiment, voyez ça avec votre courtier, dites, écoutez, je sais que ce trade était valide, mais j'aimerais bien vous demander une aide, un traitement spécial pour cette fois-ci. Encore une fois, n'hésitez pas à demander à votre courtier, honnêtement, hein, n'hésitez pas à lui poser des questions. Ouais, et puis des fois, même quand c'est pas une perte, c'est une question de comprendre pourquoi en fait ça s'est passé. Je dis ça parce que je me rappelle, il y a environ 2 ans, je crois, j'étais sorti un soir sur Londres et j'avais 3 trades en cours et dont 2 que je voulais absolument fermer rapidement. Et j'en ai fermé un par erreur sur mon téléphone. Et je me rappelle le lendemain, en gueule de bois, j'ai regardé mon téléphone et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce trade est fermé? Il n'y avait aucune raison. Et je me souviens, je t'avais directement contacté pour voir c'était quoi le problème. Et tu m'avais totalement expliqué que j'avais fermé de cet appareil de mon téléphone à cette heure-là. Et que voilà, en fait, j'étais juste bourré. Donc ouais. Ouais, voilà, je m'en souviens. Et c'est le genre de cas où en fait, si on me dit, écoute, ça s'est jamais passé avant, j'ai vraiment pas fait exprès de fermer ce trade, je dirais, écoute, je te le rembourse, c'est vraiment de bonne foi. Je sais comment c'est de trader, je sais ce que ça fait de faire des erreurs comme ça, donc vraiment demande à ton courtier. Puis avec un peu de chance, il pourra t'aider quoi. Maintenant, quelqu'un a demandé, est-ce qu'il y a des traders qui travaillent pour des maisons, pour des firmes de courtage? Y a-t-il des personnes qui tradent vraiment? Et aussi une question que j'aimerais ajouter finalement, c'est en tant que courtier, toi, est-ce que tu es autorisé à trader à ton compte? Alors oui, bien sûr. Donc première question, il y a beaucoup de traders qui travaillent chez des courtiers, qui sont en salle de marché, qui gèrent des trucs comme les risques, les prix des fournisseurs de liquidité, etc. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de trader? Donc moi je suis trader, je sais pas si je serais courtier si je n'avais pas le droit de trader. J'ai pas le droit de trader avec Blueberry Market malheureusement, bien que si je pouvais je choisirais Blueberry Market.
Donc je dois trader chez un autre courtier, mais oui, j'ai le droit de trader en mon nom. D'ailleurs, c'est ce que je fais depuis 10 ou 11 ans environ, hein, et parce que voilà, c'est un de mes hobbies et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Ok, maintenant si on se penche sur les fonds d'investissement, les hedge funds, les institutions, quel courtier est-ce qu'ils utilisent? Comment est-ce qu'ils s'organisent? Alors, personnellement, j'ai jamais eu affaire à des fonds d'investissement. Je pense qu'ils gèrent directement ça avec des banques, donc de manière plus institutionnelle, parce qu'ils tradent avec des volumes beaucoup plus importants, donc ils ont vraiment des besoins différents, des marges obligatoires différentes, et ils utilisent d'ailleurs probablement leur propre plateforme en utilisant des APA pour se connecter avec leurs fournisseurs de liquidités. Du coup, je pense que ils passent directement par des institutions, tout simplement. Ok, maintenant pour finir, quel conseil est-ce que tu aurais pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le trading du point de vue d'un courtier? Alors, je dirais, bon, déjà, je reviens sur ce que j'ai déjà dit. J'ai pas envie de me répéter, mais la première chose à faire quand tu trouves un courtier, c'est vraiment vérifier sa réputation, ses réglementations aussi. Pour ton évolution personnelle, assure-toi d'être à l'aise avec ta stratégie avant de trader live. Donc tu peux trader démo avant sur un compte avec des très petites sommes, donc 50, 100 dollars, pour acheter des très petits lots, juste pour ressentir commencer de trader en live, car c'est très différent que trader sur un compte démo au niveau psychologique. Je me rends compte par exemple que quand je trade sur un compte live, que je n'ai pas envie de perdre 10 centimes, donc surtout pas sur mon compte entier, donc il faut vraiment travailler. Bien se renseigner et s'assurer d'être à l'aise, de bien comprendre sa stratégie quand tu trades en live. Encore une fois, pose des questions à ton courtier, je pense que c'est le plus important, il est là pour ça. Prends toutes les informations qu'il veut bien te donner. Ok, donc ça c'est plus du côté broker et vraiment du côté trading. Tu donnerais quoi comme conseil pour quelqu'un qui veut commencer à trader, se faire une place dans le milieu? Alors, je dirais, essaye vraiment de travailler l'aspect psychologique autant que possible. Personnellement, j'ai fait tellement d'erreurs dans mon parcours que j'aimerais bien effacer. Genre des erreurs toutes bêtes, changer la place de mon stop, être trop radin, retarder le moment où je prends mes profits et me faire stopper. Donc, je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs, travailler dur et bien se renseigner et se concentrer sur sa psychologie. Juste, sache que tous les traders ont des pertes. L'important, c'est pas le nombre de trades perdants, mais c'est le prochain trade qui compte et sur lequel tu dois absolument te concentrer. Ok, cool. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions de manière hyper transparente et d'avoir éclairé finalement cette zone d'ombre dans cette industrie qui interroge beaucoup. Mais écoute, je t'en prie, merci à toi. J'aime beaucoup ce que tu fais. Ça se voit que tu fais réellement attention à tes clients et que tu as tout simplement envie que tes élèves réussissent. Ce sont les gens comme toi qui aident vraiment les nouveaux traders à comprendre le marché. Donc merci vraiment pour ce que tu fais. Bah, merci beaucoup mon gars et ouais, je crois qu'il est très tôt là en Australie, non? Et il est quelle heure? Ouais, c'est ça, il est presque 9h du matin le lundi, donc oui, grosse semaine en prévision. Bah, il est presque 17h ici à Panama et on est dimanche, donc chaud, presque un jour de différence. Donc ouais, passe une super matinée en tout cas mec et puis de toute façon on se reparle très bientôt. Allez, bisous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle aura au moins répondu à certaines questions que tu aurais pu te poser ou alors que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie surtout pas de me laisser un pouce bleu et de mettre en commentaire si tu as quoi que ce soit comme question. Je regarderai tous les commentaires ou tu peux m'envoyer un message directement sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Sur cette chaîne YouTube, je poste une vidéo tous les dimanches, donc n'oublie pas d'aller t'abonner. Je parle de trading, de finance, d'investissement, etc. Donc ouais, c'était Elliot, passe une excellente journée. Ciao.